Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On est au 4e jour du Salon de l'Agriculture et on se retrouve pour notre émission quotidienne en direct des régions. Avec une région à l'honneur, cette fois-ci c'est la région Ouest. Et notre sujet, cette fois-ci, un peu complexe, mais on va essayer de donner beaucoup de concret là-dedans, c'est le partage de la valeur. Comment est-ce qu'on mesure tous les coûts de production? Comment est-ce qu'on trouve des indicateurs valables qui vont servir aux discussions pour fixer les prix et pour que tout le monde s'y retrouve? On va voir comment ça se passe. Et pour cela, je suis avec Philippe Lati, directeur de l'organisation de producteurs Comité Centre et Sud. Bonjour. Édouard Desquéans, vous êtes producteur de plants de pommes de terre et vous représentez une des organisations de producteurs de pommes de terre. Vous allez nous raconter ça, donc au sein de Comité Centre et Sud. Et Michel Strebler, directeur de l'animation filière à la CEMAE. Nous serons aussi avec Flora Balcon de la laiterie Le Gall qui nous montrera ses produits. Et puis avec Olivier Jorot qui nous expliquera, et on parlera là de la filière chanvre. Mais je commence tout de suite sur le partage de la valeur et j'ai envie de commencer avec vous sur la pomme de terre parce que vous êtes déjà organisé en tant que collectif de producteurs pour justement effectuer ce travail de repérage des coûts de production, des indicateurs qui vont servir à la négociation sur les prix. Expliquez-nous, Philippe, exactement ce que c'est ce travail-là, à quoi ça sert? Oui, effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse en ce moment et d'autant plus ces 3 dernières années avec l'évolution des coûts de production. On a la chance d'avoir mis en place chez nous des organisations de producteurs depuis 2012, reconnues par les pouvoirs publics, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un outil relativement robuste pour justement accompagner l'ensemble de nos producteurs dans les démarches de négociation des contrats vis-à-vis des entreprises de commercialisation. Et comment vous faites justement alors pour les aider à estimer tout ça? Comment ça se passe? Donc du coup, on a mis en place une commission économique au sein de notre organisation nationale, la Fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre, qui va enquêter nos producteurs sur un panel que l'on a choisi pour récupérer chez eux les coûts de production au fur et à mesure de la culture et pendant la phase post-culture pour estimer au plus juste l'évolution des coûts de production, et d'autant plus important depuis ces 3 dernières années. C'est quoi exactement, par exemple, un exemple de coût de production? C'est la machine, c'est le temps passé? C'est par exemple les coûts de main-d'œuvre sur l'intégralité de la culture, sachant qu'on consomme 140 heures de main-d'œuvre à l'hectare. C'est le coût de l'électricité, par exemple, un sujet d'actualité en ce moment, parce que nos producteurs doivent stocker les plants de pommes de terre pendant 8 mois à 3 degrés. Les fertilisants, les produits phytosanitaires, tous les produits ont aujourd'hui une valeur plus importante qu'elle n'était hier. Et donc c'est très important qu'on donne à nos producteurs qui vont les négocier les coûts de production au plus juste de ce qui se passe au réel, année par année. Et vous m'avez dit aussi, vous essayez de mettre en place un outil informatique pour que les producteurs eux-mêmes puissent intégrer ces informations, que vous ayez une remontée auprès des 800 producteurs que vous représentez un petit peu plus efficace, plus juste. Effectivement, aujourd'hui on est sur un système d'enquête, mais demain l'idée c'est d'avoir un outil sur lequel les agriculteurs pourront eux-mêmes aller renseigner les coûts de production, ce qui nous permettra d'avoir un panel beaucoup plus large sur l'ensemble de la production française et d'avoir des arguments nouveaux et supplémentaires dans le cadre de la négociation contractuelle. D'accord. Alors, Édouard, expliquez-nous justement, puisque vous êtes à la tête d'une organisation de producteurs au sein de ce comité, comment vous représentez les producteurs, comment ça se passe concrètement? Est-ce que réellement, toutes ces estimations sont prises en compte dans les négociations sur les prix? Oui, effectivement. Je suis du coup représenté via des mandats de l'OP, de négociation. Je représente 20 producteurs au sein d'une collecte pour aller négocier des contrats. On utilise des indices IPAMPA, soit de CEMAE ou les indices de la Fédération nationale, comme l'expliquait Philippe, pour voir les augmentations de certains postes et du coup leur demander une augmentation du prix, quoi. Et ça marche? Est-ce que vous êtes écoutés? J'imagine qu'ils ont tout intérêt à vous écouter parce que sinon la filière elle va s'assécher. Mais est-ce que vraiment c'est pris en compte toutes ces informations? Au début, quand on a démarré les négociations, c'était un peu compliqué, un peu tendu, mais ça s'est détendu. Enfin, on a avancé dans le bon sens au fur et à mesure des années. Ouais. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, heureusement qu'on a cette organisation-là, quand on voit l'augmentation des coûts de production, surtout cette année via l'énergie. Donc c'est pour faire valoir ces augmentations et que les prix soient le reflet aussi de ces augmentations? Oui, qu'on soit rémunéré à notre juste valeur. Et le fait qu'il y ait des remontées un petit peu plus automatisées auprès des différents producteurs, ça peut vous aider aussi? Oui, ça permet aussi d'échanger et puis surtout de leur montrer nos contraintes au sein de notre production.
Oui. Et d'avoir un échange directement avec le collecteur, c'est assez important pour moi. D'accord. Alors avant de voir un petit peu comment ça se passe côté filière semences, j'avais envie qu'on regarde, puisqu'on parle de pommes de terre, qu'on regarde une vidéo qui traite justement du sujet des pommes de terre et notamment de la conservation. On regarde ça tout de suite. La culture de la pomme de terre, comme beaucoup d'autres, n'échappe pas aux contraintes réglementaires, environnementales et sociétales toujours plus exigeantes. À Laurière, près de Limoges, Caroline Viguier, sélectionneur, et Mathieu Bréguin, agriculteur multiplicateur de plants, n'ont que la route à traverser pour discuter pommes de terre. La levée est super lente, hein, donc tu t'inquiètes pas, c'est normal. Et donc au niveau tolérance mildiou, on est comment? Là-dessus, tu es sur un haut niveau de résistance mildiou. Ils échangent fréquemment sur les nouvelles variétés nées dans cette station créée en 1978 par des agriculteurs multiplicateurs. Le métier qui nous anime finalement, c'est d'imaginer les solutions pour demain. C'est-à-dire que l'agriculture a besoin qu'on puisse lui confier des variétés qui soient productives, qui permettent de résister aux aléas climatiques, qui permettent de répondre aux enjeux sociétaux. Et notre premier objectif finalement, c'est d'intégrer dans nos variétés ces critères-là, de façon à pouvoir apporter des solutions à nos producteurs. Donc les semences qu'on utilise viennent en grande partie de la station de création variétale Gros Cep, qui nous fournit les boutures, donc des variétés, de certaines variétés anciennes, mais principalement de nouvelles variétés qui sont créées sur le site. On n'a qu'à traverser la route, on est directement face à des gens qui sont capables de répondre à nos questions. Alors ici, on est dans la collection de culture in vitro du Gros Cep, dans laquelle on conserve toutes les variétés qui ont été créées ici. Notre objectif, c'est d'être capable de multiplier une variété à la demande du producteur et lui fournir un lot indemne de maladie. Créer, améliorer, conserver, observer. Jaune foncé et blanc. Ok. Sans oublier, bien sûr, ça a l'air ferme. De goûter. Fondant. On a l'impression justement qu'on perd du goût dans les nouvelles variétés, mais réellement c'est un critère qui est très très important et on va juger nos variétés sur le goût tous les ans dans différents lieux. Et à mon avis, le terroir a plus d'impact que de se dire que c'est la nouvelle variété qui a un mauvais goût. Et ce terroir, Caroline et Mathieu le défendent avec conviction, persuadés qu'il faut prendre en compte les problématiques locales dans les grandes questions que soulève l'agriculture de demain. On parlait donc des organisations de producteurs côté pommes de terre. Michel Strebler, vous représentez la filière semences côté CMAE. C'est quelque chose que vous essayez de mettre en place, des collectifs comme ça de producteurs et d'estimation des coûts de production? Alors oui, sur le sujet de la valeur, hein, oui, du partage, sur le partage de la valeur, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important dans une filière, et notamment dans la filière semences. Hein. La filière semences, je rappelle, hein, c'est que 400 000 hectares sur plus de 100 espèces multipliées. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a du travail à faire en matière de connaissance du sujet. Et dans le partage de la valeur, c'est le fondement même d'une interprofession, parce que c'est ça qui crée la confiance. Et donc, quand on parle de valeur et de partage, il y a deux mots. Il y a valeur. Hein, donc, un des travaux de l'interprofession, quelles que soient les semences, c'est un peu ce qui se fait, mais dans le cadre d'une OP, quelque chose qui est extrêmement structuré et qui n'existe qu'en plan de pommes de terre. Pour le moment, ça n'existe que pour la pomme de terre. Ça n'existe pas dans les autres semences. Donc, partage de la valeur, ça veut dire connaissance des valeurs à différents stades de la production. On a parlé des coûts de production. C'est ce qu'on fait. On fait des enquêtes, comme le fait l'OP, mais de façon beaucoup plus générale. Mais c'est aussi la valeur de la semence en bout de course. Donc, et toute la discussion qu'il peut y avoir, c'est, une fois qu'on connaît cette valeur, c'est le partage. Partage de la valeur, c'est-à-dire que chacun doit connaître la valeur à différents niveaux, de façon à ce que les négociations sur le terrain qui se font, notamment dans des OP ici, puissent se faire avec
avec la même information pour tous. Et que chacun s'y retrouve en fait, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs. Ouais. Et vous travaillez avec le ministère de l'Agriculture sur ce sujet-là pour officialiser votre démarche? Alors, la première partie, c'était les valeurs. Work in progress. Voilà, exactement. La première partie, c'était effectivement la connaissance de la valeur, que les gens se connaissent. Et en ce moment, on est en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture pour créer des OP semences, des organisations de producteurs semences, telles que ça existe en plan. Mais effectivement, c'est un cadre réglementaire. Et on ne l'a pas dit, mais pourquoi c'est un cadre réglementaire? Parce que négocier des prix collectivement, théoriquement, c'est interdit, sauf dans le cas d'organisation de producteurs. Et donc ça, c'est extrêmement cadré. Et donc on est en train de déposer le cadre dans lequel les agriculteurs et les entreprises pourront se... Et on peut imaginer négocier. Ça à quelle échéance? Eh ben, on dépose le dossier dans le mois et demi qui vient. Donc ça va aller l'année prochaine, on aura sans doute des OP en 2024, le temps que les organisations de producteurs se créent. Et on peut imaginer d'autres organisations de producteurs comme ça, dans l'absolu? C'est quelque chose qui peut se généraliser à l'image de ce qui s'est fait dans les pommes de terre et bientôt, demain, dans les semences? Oui. C'est important. En semences, c'est très important, puisque ça organise la production de semences. Et c'est pour ça que ça s'est décidé à SEMAE, une interprofession, et on sait déjà que des producteurs sont prêts à mettre en place, et demandeurs est prêt à mettre en place cette organisation une fois que le cadre est défini. C'est bien parce qu'en plus vous profiterez de l'outil informatique peut-être qui va mettre en place votre voisin, non? Les discussions sont en cours. On verra la réelle valeur de leur programme et puis on essaiera de partager cette valeur. C'est pas mal de faire de la synergie, c'est des économies aussi. Oui. Mais merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Je vous propose qu'on passe à notre séquence artisan du jour. On parlera un petit peu partage de valeur, mais on va surtout parler de son produit. C'est Flora Balcon de la laiterie Le Gall qui va nous parler de son beurre, l'artisan du jour. Bonjour Flora. Bonjour. Alors, un petit mot sur ce qu'on vient d'échanger. Est-ce que ça vous parle justement, ces questions de partage de valeur? J'imagine que forcément, puisque le prix, c'est le prix au bout du compte. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est des questions qu'on a au quotidien. On travaille avec des organisations de producteurs sur notre région ouest. On travaille actuellement avec plus de 600 producteurs. On transforme à peu près 100 millions de litres de lait à l'année. Donc pour nous, forcément, c'est des discussions qu'on a au quotidien, en permanence, et des échanges constructifs avec les différentes OP avec lesquelles on travaille. Et ça ne doit pas être facile parce que, comme on l'a dit, il y a quand même l'inflation, il y a les coûts de production et notamment d'électricité et d'énergie qui sont importants en ce moment. Oui, exactement, mais on essaye le mieux que possible de répercuter justement ces différentes hausses de coûts d'énergie, d'augmentation du prix du lait dans nos produits finis et donc du coup qu'on répercute à la grande distribution. Et c'était l'objet des dernières négociations qui viennent de se terminer d'ailleurs ce soir. Pas facile, c'est des grands moments ça quand même, avec la grande distribution. Alors parlez-nous, donc vous êtes de la laiterie Le Gall, vous produisez du beurre, qu'est-ce qu'il a de spécifique, comment vous le produisez, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ce produit? Alors déjà, la laiterie Le Gall, c'est une laiterie centenaire, donc on a 100 ans cette année, 1923. On fabrique du beurre de baratte exclusivement, donc fabrication à l'ancienne. On a juste un petit peu modernisé pour arriver à l'échelle industrielle, mais on reste vraiment un process de fabrication traditionnel dans le sens où on va maturer lentement nos crèmes avec des ferments lactiques sélectionnés pendant plus de 15 heures et ensuite on va passer par un barattage très lent. Une opération qui est du coup gérée par nos équipes de maîtres beurriers et le process de fabrication va prendre 24 heures. À la différence des beurres qu'on peut trouver dans le commerce qui sont faits en 1 heure, nous on va mettre 24 heures à faire notre beurre, donc ce qui donne un beurre de tradition au goût inégalable et qui est chaque année médaillé au concours général agricole. Alors justement, donc moi c'était ma question, savoir si au goût on sentait vraiment la différence et si au prix on sentait la différence. Ça va souvent ensemble, quand c'est bon. Voilà, quand c'est bon, déjà, il y a de ça en effet, ça nous prend beaucoup de temps, comme je vous le disais, 1 heure pour un beurre classique, 24 heures pour nous, donc déjà c'est 24 fois plus long, donc plus de temps, donc plus d'énergie, plus de main d'œuvre, etc. C'est un petit peu plus cher, mais comparé, quand on regarde à la qualité produit, ça vaut vraiment le coup de se faire plaisir, peut-être d'acheter moins, mais de vraiment se faire plaisir avec un bon pain sur une bonne tranche un bon beurre sur une bonne tranche de pain, c'est vraiment super. Et est-ce que vous avez ressenti, parce que c'est vrai qu'on a vécu cette période de Covid qui nous a amené à peut-être manger de meilleure qualité, est-ce que vous avez senti un engouement nouveau pour ce type de produits qui sont un petit peu plus haut de gamme, on va dire, en tout cas en termes de goût et de qualité? Est-ce que vous avez senti ça?
Alors tout à fait, au niveau du Covid, on a vraiment eu une montée en flèche parce qu'il y a eu beaucoup de choses faites à la maison, hein, pâtisserie, beaucoup de consommation plus courante, c'est-à-dire le petit déjeuner, le goûter, le soir. Donc on mangeait beaucoup de beurre, donc nous c'était très bien pour nous. Cette prise de conscience aussi du consommateur de bien manger, de se faire plaisir et de consommer mieux et plus responsable, on le sent beaucoup, mais malheureusement avec l'inflation, là, ça a tendance, les gens font quand même pas mal d'arbitrage, mais sont quand même très sensibles à la qualité produit. Et dernière question, est-ce que vous avez d'autres gammes ou d'autres types de produits autour du beurre que vous développez ? Alors on a une gamme de beurre grand cru que vous voyez ici, qui est du coup représentée au concours général agricole. On a une gamme de beurre en motte, une gamme de beurre bio et une gamme de beurre en beurrier carton, parce que comme je vous le disais, le côté responsable pour nous c'est important, et on est parti sur des beurriers en pot carton pour justement le côté recyclable. Voilà. Donc des bonnes valeurs et du bio aussi. Bio, pas facile aussi en ce moment en termes de prix, mais il faut y croire et il faut continuer. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Je vous propose qu'on passe à une autre séquence. Faites pousser vos idées. On y va tout de suite. Alors, je suis avec Olivier Jorot, qui est directeur général adjoint du groupe Cavac. Vous allez nous dire ce que c'est et vous avez un petit échantillon. Bon, enfin, je vais déjà dire un petit peu les prémices, c'est l'isolation en chanvre. Alors, je vous fais le lien avec la discussion qu'on avait sur le partage de la valeur, puisque vous avez décidé de faire toute la chaîne, donc de valoriser en fait votre produit, puisque vous le produisez, vous le transformez et vous le vendez. Alors, expliquez-nous toute cette chaîne déjà, et puis après, on viendra sur le produit. Donc Émilie, vous connaissez évidemment la filière où on parle du champ à l'assiette. Oui, nous, ça on connaît maintenant, de plus en plus, c'est européen aussi. Hein. Voilà, donc là on parle de valorisation dans ces cas-là. Nous on a fait une filière du champ chantier à base de chanvre. Et on est allé sur le bâtiment, parce qu'on parle chantier évidemment, c'est pour aller sur le marché du bâtiment, qui est un marché où il y a un enjeu de décarbonation forte. Vous savez que il y a une réglementation de toute façon. Il y a une réglementation RE20 qui vient d'arriver. Mais nous on a commencé à l'activité il y a 15 ans, donc la RE20 on n'en parlait pas à l'époque, mais on sentait que l'enjeu de la décarbonation dans le bâtiment c'était un enjeu majeur. Et on sait que le bâtiment, c'est le premier consommateur de carbone et émetteur de carbone. Et donc, on a l'avantage avec le chanvre, c'est un puits de carbone, puisqu'on a l'équivalent de 15 tonnes de carbone, de CO2 stocké à l'hectare. Donc, c'est énorme. Hein. C'est une plante qui produit à peu près 7 à 8 tonnes de biomasse. Et donc, à partir du chanvre, on a réintroduit cette filière en Vendée. Bon, il existait déjà en France, mais nous, on a voulu aller vraiment jusqu'à Laval en créant une marque. Parce que là, pour la valorisation, c'était important pour nos producteurs d'avoir une valorisation avec une marque qui s'appelle donc Biofib Isolation. Excusez-moi. Et donc vous voyez cet isolant, donc c'est fait à partir de chanvre. Finalement, on vient remplacer des fibres minérales, des fibres fossiles, par une fibre naturelle, végétale, qui en plus a énormément de qualité. Donc je vous ai parlé évidemment du stockage carbone. Le chanvre, c'est un puits de carbone, comme tout le végétal en général, donc qui est stocké dans le bâtiment pendant des années. Et puis après, évidemment, l'autre avantage, c'est le non-épuisement des ressources. Oui. Vous savez que le sable, on va sans doute en manquer dans les décennies qui viennent. Beaucoup de choses, et aujourd'hui, les produits leaders, c'est plutôt les minérales. Le minéral, c'est du sable. Et en plus, quelques défauts quelquefois, en tout cas, elle n'a pas les avantages du chanvre, c'est que le chanvre, au-delà d'isoler l'hiver, pour le froid, c'est que ça isole l'été. Donc c'est excellent pour le confort d'été. Et dans le cadre du réchauffement climatique, c'est pas mal aussi d'avoir un isolant froid-chaud, mais aussi qui isole du chaud. Et je pense que les années qui viennent, on va passer plus de temps isolé, à se protéger de la chaleur qu'à évidemment s'isoler du froid. Donc voilà, en tout cas, c'est un gros potentiel pour la filière et on a des producteurs qui sont engagés dans cette filière. On a beaucoup investi il y a 15 ans, on va réinvestir encore prochainement sur une usine importante qui est toujours en Vendée, puisque c'est un marché qui est en fort développement et puis on voit que aujourd'hui c'est un marché qui a un bel avenir. Et la filière, quand vous l'avez développée il y a 15 ans, c'était très développé déjà à l'époque ou c'était on est vraiment parti. Vous êtes parti de rien du tout. On fabriquait plus tellement on produisait plus tellement de chanvre. Le chanvre existait encore dans l'eau, puisqu'il y a un producteur, mais plutôt sur la partie amont, qui produit du chanvre notamment pour les marchés papetiers. Donc des marchés plutôt matières premières pour des papetiers où il n'y avait pas forcément une valeur produit fini. Et donc oui, en effet, nous on a voulu écrire une histoire différente. Bon, c'est un peu la marque de fabrique de la Cavac, on aime bien aller sur les filières, on va vraiment jusqu'à la valorisation complète. L'objectif, c'est que le producteur en tire évidemment un complément. Alors le complément de revenus peut-être, mais surtout l'intérêt pour lui, c'est aussi une diversification au niveau de l'assolement, puisque le chanvre a d'énormes qualités. C'est une filière zéro phytosanitaire, donc là ça répond clairement aux enjeux sociétaux. Zéro phyto. Zéro phyto, le chanvre ça se protège de tout. D'accord. Insectes, rongeurs, donc dans le bâtiment, soyez rassurés.
il n'y a rien qui attaque le chanvre. Ça, c'est historique, hein. Il n'y a jamais eu d'agresseur sur le chanvre. Et puis c'est une excellente tête de rotation au niveau récolte, puisque sur un blé, par exemple, alors sur la pomme de terre, je n'ai pas l'historique, donc on ne produit pas de pommes de terre en Vendée, mais en tout cas, c'est une excellente tête de rotation, puisqu'on améliore le rendement l'année suivante sur du blé, par exemple, et en plus, on a moins de pression sanitaire au niveau des maladies. Donc, et puis, vous l'avez dit, au côté environnemental, et puis côté réchauffement climatique, ça a de forts atouts. C'est difficile de faire toute la filière, justement, de la production à la fabrication, à la valorisation, de négocier, parce que vous l'avez dit, finalement, c'est vous qui traitez avec les producteurs pour les prix, puisque ça va dans le même sens. C'est compliqué d'organiser tout ça ? Alors ça a été compliqué, je ne dis pas que c'est toujours simple aujourd'hui, mais c'est quand même plus simple aujourd'hui, parce que quand on est parti, il fallait remettre le chanvre en Vendée qui était plus là depuis des années, hein, donc même si si on remonte à un siècle, le chanvre était encore très présent partout sur la France, donc leur introduire auprès des producteurs qui ne connaissaient plus cette production sur notre territoire en tout cas, et puis après il a fallu le transformer, c'est une fibre qui est assez compliquée, hein, vous voyez je l'ai amené là, c'est une fibre très agréable, vous la touchez, hein, on s'en sert aussi maintenant dans le textile d'ailleurs, il y a de nouveaux débouchés, et donc il a fallu évidemment trouver des prototypes. Les outils n'existaient pas, donc c'est que du prototype qu'on a construit. Puis après, il a fallu construire une filière auprès des négociants de matériaux, les artisans. Quand vous arrivez à une coopérative agricole dans le milieu du bâtiment, autant vous dire, on vous dit qu'est-ce que vous venez faire dans ce métier. Donc voilà, bon, au début, évidemment, il y a quelques petites remarques, quelques jokes parfois, mais en tout cas, on a réussi à le construire. Par la preuve aussi, par la preuve de l'efficacité du produit. En fait, il y a évidemment le discours écologique, ça vous l'avez compris, sociétal, mais surtout, il faut que le produit soit performant. Le bâtiment, c'est un marché évidemment très technique, et aujourd'hui, c'est le cas, puisqu'on apporte même des plus par rapport aux matériaux traditionnels. Et on est donc distribué dans tous les réseaux, hein, les Points P, les Gédimat, les Leroy Merlin. Donc, les Brico. Si vous cherchez ce produit, n'hésitez pas. D'accord, vous le trouvez. Et dernière petite question, est-ce que vous pouvez vous développer ailleurs, ou c'est spécifique à la Vendée par rapport à la production du chanvre lui-même ? Est-ce que vous avez des ambitions démesurées ? Qu'en Vendée. Qu'en Vendée. Non, l'objectif, évidemment, pour l'instant, c'est encore massifier industriellement parce qu'on est sur un marché très capitalistique. Donc là, on va être sur une usine encore bien plus importante. Et évidemment, dans les années qui viennent, on espère que ça va encore se développer. Et on peut penser qu'il y aura un développement au plus près de la consommation de ces produits. La France, donc d'autres territoires et peut-être à l'étranger dans les années qui viennent, en effet. On vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas. Merci beaucoup. Je remercie, Émilie. Je remercie aussi Philippe, Édouard, Michel et Flora d'avoir participé à cette émission. C'était riche d'informations et de précisions. Merci beaucoup. On se retrouvera demain pour un nouveau En direct des régions. Mais d'ici là, vous avez plein d'émissions et notamment Semence Mag qui va démarrer avec Pascal Berthelot. Je vous souhaite un très bon salon et de très bonnes émissions.